Le plan de ce webinaire va être une courte introduction par moi-même et puis les quatre personnes que vous voyez à l'écran qui sont des membres de la commission système d'information que je vais présenter vont successivement prendre la parole et à la fin, je vous indiquerai où retrouver les documents complémentaires. Présence, vous ne savez peut-être pas tous, c'est une association loi 1901, c'est l'organisme représentatif des services de santé au travail et de prévention interentreprise. Présence comme prévention, santé au travail, service entreprise. Actuellement, Présence regroupe près de 160 services adhérents sur la base du volontariat qui salarient 18 000 collaborateurs, des médecins, des intervenants notamment, mais aussi, comme vous l'êtes certainement, des responsables des systèmes d'information ou des DSI. Je suis Corinne Leteux, je suis le médecin conseil de Présence. Je ne sais pas pourquoi il s'inscrit Dupéry sous mon nom. Dupéry est le nom de l'assistant du pôle médico-technique. Je suis docteur Corinne Leteux, médecin conseil de Présence. Présence s'appuie sur des associations régionales de services, comme vous le voyez, comme vous les connaissez peut-être plus en région. Vous les voyez toutes ici. Au sein de Présence, comme dans vos services, il y a un conseil d'administration, un bureau, différentes commissions, dont une commission qui s'appelle la commission système d'information, qui existe depuis 2009 et présidée par le président du service d'Orléans actuellement et que j'anime à ses côtés. Cette commission est constituée de personnel en provenance de toutes les régions. Euh, on fait en sorte que les personnes soient des utilisateurs des différentes solutions logicielles sur le marché. Il y a un président, le président de la commission, des directeurs adjoints et des DSI et moi-même. C'est ainsi que vous allez bénéficier, je fais un petit tour de la France du nord au nord, avec Monsieur Rémi Vasseur qui vous parlera en dernier cet après-midi, qui est le directeur des systèmes d'information de Pôle Santé Travail à Lille. Pardon. Thomas Rivière, qui est le directeur des systèmes d'information à Bourget-du-Lac dans le 73. Monsieur Frédéric Bonnet, qui est le directeur adjoint de Prestal en Occitanie. Monsieur Emmanuel Tretout, qui est le DSI du service qui s'appelle SSTRN à Nantes et qui est en même temps le directeur d'un groupement d'intérêt scientifique Économique. économique, voilà, c'est pas comme si on avait répété, économique dans les Pays de Loire sur le sujet des systèmes d'information. Donc, ils vont se répartir et ils ont beaucoup œuvré à la préparation de ce webinaire qui fait suite à une présentation plus courte qui a eu lieu il y a une dizaine de jours en présence de directeurs et de présidents de service pour leur faire connaître les grandes lignes de la PGSSI. Et là, nous les avons invités à vous inscrire, vous qui êtes probablement peut-être plus des techniciens des systèmes d'information, sans péjoratif, des experts des systèmes d'information, pour aller plus dans le détail et vous mettre à disposition un outil Excel. Pourquoi la CSI? Parce que Présence euh, s'articule avec l'orientation numéro 4 du programme d'orientation et d'action de Présence qui consiste à permettre à chaque service de choisir et de mettre en œuvre un système d'information adapté aux enjeux et normes de la réforme en termes de fonctionnalité, sécurité, interopérabilité et le gros mot, certification, le mot qui prend toute la place en ce moment. Au sein de ce programme, la Commission des systèmes d'information a une lettre de mission avec, là, vous le voyez, 5 thématiques actuellement. Bien sûr, les lettres de mission sont successives. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura après. L'action 4.1 qui est actualiser le cahier des charges des fonctionnalités des systèmes d'information. Vous en disposez déjà. Il a été mis à jour, il est sur le site de Présence. L'action 4.2, c'est de poursuivre le dialogue avec les éditeurs de logiciels. Nous les recevons au moins une à deux fois par an et nous sommes en communication mail ou téléphone à longueur d'année avec eux s'ils ont besoin de nous. La prochaine réunion a lieu le 13 novembre et nous les avons déjà conviés. Le 4.3, c'est produire des guides pratiques,
pragmatique de mise en œuvre pour l'utilisation, par exemple, de l'identité nationale de santé, de l'identité-vigilance, des messageries sécurisées, de l'accès facilité au thésaurus, de l'utilisation des thésaurus au quotidien. Et pour ça, vous allez voir, vous disposez aussi de matériel sur le site Présence Ressources CSI. En 4.4, c'est le sujet du jour, apporter un appui pour sécuriser les SI conformément aux normes en vigueur, notamment le RGPD, mais pas que le RGPD. Vous allez voir que là, on est plus large, on est dans la PGG, PGSSIS. Et puis, le point 4.5 qui n'est pas encore exploré dans le détail, c'est bâtir des scénarios d'exploitation. Donc, sachez que vous disposez, et là, je vais vous parler que des derniers nés, un sujet sur la force probante des documents de santé, qui est une analyse faite par des DSI et des directeurs de la commission système d'information à partir du référentiel produit par l'Agence du numérique en santé pour en extraire la substantifique moelle et le mettre à disposition de vous tous en format synthétique. Nous vous avons aussi mis à disposition un guide qui vous aide à commander auprès de l'Agence du numérique en santé les certificats logiciels et après en faire bon usage. Vous disposez aussi pour mieux faire connaître la messagerie sécurisée de PowerPoint à destination des professionnels de santé au travail. Et j'insiste, là, il faut accélérer le déploiement des messageries sécurisées. Voilà, maintenant je vais donc passer la parole à Frédéric Bonnet, qui va vous faire un rappel sur la PGSSIS. Je laisse vous décliner le sens de cet acronyme. Ce que j'ai oublié de dire et que je vais faire maintenant, c'est que vous disposez... Ah, excusez-moi, on vient me voir. Vous disposez de la possibilité dans le question-réponse de formuler vos réponses par écrit. Pendant que mes collègues vont vous présenter les différentes diapos, je regarderai vos questions et dès qu'il y en aura un petit nombre, je les interromprai pour leur formuler la question. Si je vois qu'elles vont être traitées dans la suite du diaporama, parce que je le connais, je ne les interromprai pas et nous traiterons que des questions en dernière partie qui n'ont pas fait l'objet d'une présentation préalable. Voilà, ben, bon après-midi et à vous, Frédéric. Merci Corinne. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, nous allons parler avec vous aujourd'hui de PGSSIS, un acronyme un peu barbare avec lequel du coup mes trois autres collègues nous avons travaillé pour vous. Il nous a semblé important avant de débuter, d'aller sur cette PGSSIS, c'était de définir le dernier S de cet acronyme qui est le S de santé et de repartir de là pour clairement positionner le sujet. Et donc, nous sommes passés sur la définition du RGPD, du Règlement européen de la protection des données personnelles, sur ce qu'est une donnée de santé. Et donc, les données de santé ne concernent pas uniquement en fait, les résultats d'examen ou les diagnostics médicaux. Une donnée de santé, elle englobe toutes les informations personnelles d'une personne qui peuvent être collectées dans un contexte médical. Ça peut également inclure des numéros d'identification, notamment liés aux soins, mais aussi des informations obtenues lors d'analyses ou encore d'antécédents médicaux, mais aussi potentiellement de tags ou d'icônes qui viendraient cibler directement une pathologie que pourra avoir la personne. Donc voilà, sur la partie de données de santé, on se rend compte que ces informations, de fait, vous êtes tous au courant, mais elles sont extrêmement sensibles et il est essentiel de les protéger, comme le stipule notamment le RGPD. Une fois qu'on a défini la donnée de santé, ce que c'est une donnée de santé, là on va s'intéresser à ce qu'est un système d'information en santé. Donc un système d'information en santé, qui est la slide juste après, euh, c'est un grand réseau en fait qui va englober et regrouper l'ensemble des logiciels, des outils que vous pourrez utiliser dans vos différents services de prévention et de santé au travail, mais aussi l'ensemble des équipes qui gèrent les informations de santé. Donc, ce ne sont pas uniquement des dossiers médicaux ou des dossiers dématérialisés médicaux, mais aussi tout ce qui concerne forcément les collaborateurs de votre service, les services et même potentiellement les outils de télémédecine.
Ce qui est important ici, c'est clairement de noter la confidentialité de toutes ces données. Et effectivement, ces données qui sont sensibles, de ce fait, leur protection, elle est indispensable. Et pour pouvoir du coup assurer leur intégrité et garantir la confiance des usagers qui utilisent nos services. Une fois qu'on a défini du coup le système d'information en santé, et bien on arrive sur effectivement cette politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, quelque chose qui existe déjà dans l'univers médical, que nous, services de prévention et de santé au travail, on a pu certains découvrir au travers effectivement du référentiel de la SPEC 2217, le référentiel de certification. Et donc maintenant, nous allons rentrer vraiment dans qu'est-ce que la PGSSIS. Alors, pour faire un acronyme un peu, enfin, on va dire pour passer sur quelque chose qui va faire une analogie sur ce qu'on connaît bien, la PGSSIS, on va partir sur le fait que ça pourrait être un peu comme le document unique dont nous aidons les entreprises à réaliser pour leur démarche de prévention. En fait, la PGSSIS va être un document qui va intégrer des diagnostics, des référentiels, des procédures, mais aussi des plans d'action qui vont pouvoir être mis en place sur la partie des sécurités des systèmes d'information, également en parallèle des guides et des supports pratiques qui vont aussi inclure des recommandations en matière de sûreté des données. Ce sont l'ensemble de ces informations qui vont, du coup, constituer cette PGSSIS. Et est-ce que nous sommes concernés, nous, services de prévention et de santé au travail? Eh bien oui, comme l'ensemble des autres professionnels, qu'ils soient du secteur public, des professionnels de santé libéraux, des établissements de soins, nous étant acteurs de santé, dans le secteur privé, nous sommes pleinement concernés par cette PGSSIS. Pour aller plus loin, vous pourrez du coup cliquer sur Mieux comprendre la PGSSIS qui vous renverra vers un site officiel pour entrer un peu plus dans le détail, le cas échéant, quand vous aurez le support entre vos mains. Et ensuite, pourquoi une PGCCS, elle est essentielle? La PGCCS, en fait, on va être autour de quatre composantes essentielles qui vont être la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la conformité. Sur le volet confidentialité, effectivement, la PGCCS, elle est assez vitale pour nos services de prévention et de santé au travail puisqu'elle va permettre de protéger les informations sensibles et personnelles relatives à la santé des individus que nous accompagnons, permettant ainsi de garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Derrière, il y a le volet intégrité, puisque derrière, il faut qu'on ait la confiance de la part du coup des patients ou salariés, comme nous les appelons, et également des partenaires avec qui on va pouvoir travailler, et notamment potentiellement sur le maintien d'emploi, par exemple. Donc, il faut pouvoir garantir effectivement une gestion sécurisée des données de santé, ce qui est essentiel pour l'image et la réputation de chaque service de prévention et de santé au travail. Le troisième volet, ça va être du coup la disponibilité, puisque derrière, de par notre activité, nous devons la continuité des services. Et donc, cette PGCCS doit permettre de mettre en œuvre une continuité de l'activité et d'assurer le fonctionnement sans interruption du service de prévention et de santé au travail, si demain, potentiellement, il y avait un souci, un dysfonctionnement. Et enfin, le quatrième volet qui va être sur la conformité légale, puisque du coup la PGCCS permet de respecter clairement les obligations réglementaires, notamment comme le RGPD, qui permet du coup forcément d'éviter toute sanction et litige juridique par la suite. Voilà sur ces premières bases et du coup pour poursuivre, je vais laisser la parole à Emmanuel. Emmanuel, ton micro, s'il te plaît, ouvert. Effectivement, ça marche mieux comme ça. Merci Ouais. Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Il nous paraissait important de revenir sur quelques chiffres. Vous n'êtes pas sans le savoir que le nombre de cyberattaques explose. Le milieu de la santé n'est bien sûr pas épargné et le milieu de la santé au travail non plus, parce qu'on voit bien que depuis plusieurs mois, plusieurs incidents de sécurité se font connaître dans le milieu de la santé au travail. Donc, on vous a affiché ici des chiffres de 2022 parce que on n'avait pas identifié des chiffres plus récents, mais effectivement, le niveau de sécurité des SPST doit être renforcé. Et nous sommes soumis à différentes attaques, non seulement des attaques informatiques, mais aussi des attaques qu'on peut appeler de plus sociales. Cinq types de cyberattaques identifiés, donc l'écoute, alors, l'espionnage via des microphones pour collecter les informations sensibles. L'attaque par déni de service, ça c'est quelque chose qui est connu, c'est-à-dire la saturation d'un réseau pour rendre une application ou un service indisponible.
le logiciel malveillant ou malware. Donc, c'est bien un programme destiné à nuire au système d'information. Le hameçonnage ou le phishing, aujourd'hui, c'est quand même très à la mode. La PGSSIS inclut justement des sensibilisations au phishing pour sensibiliser les utilisateurs et puis le rançon logiciel ou le ransomware, donc qui va aller crypter vos données et on va vous demander une rançon pour pouvoir décrypter ces données-là. Surtout, ne payez jamais, restaurez vos données, mais ne cédez pas à la tentation de payer une rançon. Euh, Slide d'après. Voilà. Euh, la PGSSIS, bien sûr, est essentielle, mais ça demande des investissements qui sont importants. Juste un chiffre qui n'apparaît pas ici, mais aujourd'hui, en termes de santé publique, l'ANSSI se déplace pour aider en cas de cyberattaque si 10% du budget informatique est dédié à la cybersécurité. Vous voyez que c'est des éléments importants. Aujourd'hui, et là c'était en 2021, le niveau des investissements sur l'ensemble des SI en termes de santé au travail était plutôt à 3% du chiffre d'affaires. On voit bien que ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Et en 2021, en tout cas, ça montrait un niveau de maturité sur les sujets SI qui n'était pas encore au niveau. Et la partie sécurité en tout cas le budget dédié à la sécurité doit augmenter de manière assez importante pour pouvoir faire face aux différentes attaques que l'on peut subir. Donc, bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir, hein, ça on connaît bien, on fait de la prévention, donc c'est un peu ça. D'abord, le coût de la réparation. Alors, on a sorti un chiffre qui était le coût de la cyberattaque de l'hôpital de Dax en 2021, qui a été estimé à 2,3 millions d'euros. Le coût de la restauration est bien sûr important, non seulement des coûts techniques, c'est-à-dire que je dois restaurer de la donnée, mais aussi bien sûr humain, c'est-à-dire que je dois faire en sorte que mes salariés puissent continuer à travailler. Et encore, je veux dire, le coût de la réparation, c'est bien, mais le coût du retour à l'initial est encore plus important. C'est-à-dire comment est-ce que je m'assure de revenir à l'état initial? Et ça, c'est le plus complexe. La perte d'exploitation, bien sûr, bah, si on peut plus faire de visite médicale, si on ne peut plus faire d'AMT, bah, on a potentiellement une perte d'exploitation qui peut entraîner des pertes financières importantes. Et puis bah, la perte d'image, c'est-à-dire que si un service, un SPSTI aujourd'hui est touché par une grosse crise de cyberattaque et que les données qu'il y a une fuite de données sur le net, et bah, ce n'est pas seulement le service qui va être impacté, mais c'est bien sûr toute la profession. Ça, c'est des éléments qui sont importants, difficilement quantifiables, mais en tout cas, en termes d'image, on a quand même quelque chose à jouer là-dessus. Pardon, pardon. Donc, 3 points dans le cadre légal. La partie RGPD, bien sûr, mais ça fait déjà depuis 2018 qu'on s'y penche tous. Bien sûr que tout le monde a un DPO d'identifier. Et donc, le RGPD, c'est bien le lien entre le juridique et le technique pour assurer la protection des données personnelles. La loi informatique et liberté, eh bien, évidemment, on est sur ce cadre-là. Et je finirai par l'aspect 22-17, mais Frédéric en a parlé. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on cite des notions de système d'information et notamment de sécurité du système d'information dans l'aspect. Aujourd'hui, les certificateurs, je ne suis pas sûr qu'ils aient des compétences techniques fortes, mais en tout cas, l'idée, c'est de montrer que la démarche d'amélioration continue sur la partie sécurité du système d'information est en route et qu'il y a un vrai plan d'action qui a été déterminé et c'est tout l'objet de l'outil qu'on vous présentera par la suite. Bonjour à tous, je vais prendre la Je passe suite. la parole. Merci Emmanuel. Sur la gestion des risques, donc du coup, on va attendre juste que Corinne parte sur la gestion des risques, s'il vous plaît Corinne. Voilà, parfait. Donc là, il est hyper important de pouvoir identifier les risques, donc identifier les menaces potentielles, que ce soit des cyberattaques, des menaces ou des pannes techniques, voire des erreurs humaines, pour mieux réagir. Donc là, on va parler vraiment de politique de gestion de crise, avec des procédures claires, avec une cellule de crise, des modalités de prise de décision, de la communication et des actions qui vont en face.
On a aussi la partie stratégie de prévention à mettre en œuvre. Donc là, mettre en place des mesures préventives, que ce soit des logiciels ou matériels. Donc là, on parle vraiment de politique de défense contre les menaces. Donc des pare-feux, périmétriques, logiciels, antivirus, EDR, anti-spam, toute la panoplie qui peut exister pour se protéger. Authentification forte aussi. Et puis surtout, faire aussi un impact, voir l'impact d'une perte d'exploitation, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc il est crucial de voir les conséquences négatives, que ce soit financières, réputationnelles ou organisationnelles, si on gère mal ce risque. Et d'où l'importance aussi de sensibiliser sur l'importance de la gestion proactive. Donc là, le but, c'est vraiment d'éveiller les consciences, justifier aussi la gestion des risques, le coût qu'il y a derrière, et de prévenir les pertes, et aussi de renforcer l'adhésion par rapport à cette cybersécurité. Donc là, on va avoir donc les quatre axes stratégiques pour une PGSSIS efficace. Donc on va parler de processus, donc mettre en place des procédures claires pour la gestion des incidents et des accès aussi, pour être plus réactif. Donc là, il faudra vraiment mettre en place une procédure de gestion de crise avec la détection, l'activation des procédures dont on a parlé tout à l'heure, et la cellule de crise. La formation, parce qu'il est nécessaire de former tout au long de l'année sur la sécurité les salariés à travers des formations, des quiz, des campagnes de phishing, pour vraiment qu'ils s'habituent aux bonnes pratiques de sécurité. L'aspect aussi technologie, on va mettre en place des solutions de sécurité qui vont nous permettre d'anticiper, de protéger et de défendre, en fait, donc son système d'information dans le but de limiter au maximum l'impact des menaces. Et après aussi la partie relations fournisseurs. Comme vous le savez, il est hyper important de bien maîtriser ses relations avec ses fournisseurs et aussi de bien suivre les actions de ces derniers, en fait, et de toujours rester au courant, car c'est un enjeu majeur. Ensuite, on va voir la démarche d'amélioration continue. Donc, ça commence déjà par des procédures qui sont claires. Donc, l'idée, c'est d'identifier les process et les acteurs dans la gouvernance de sécurité à suivre en cas de menace détectée, pour qu'on gagne du temps, qu'on soit plus efficace. Après, donc, il y a la sensibilisation du personnel en continu. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques dont on a parlé juste avant. L'audit régulier de sa PGCCS et également aussi vivre des retours d'expérience et au moins une revue annuelle pour garder à jour cette PGCCS. De faire des tests d'intrusion aussi, donc effectués idéalement par un prestataire donc spécialisé, externe bien évidemment, dans des audits de sécurité interne et externe. Pas que l'un ou pas l'un ou l'autre, les deux. Ensuite, c'est continuer donc à sensibiliser ses utilisateurs avec des campagnes de phishing, des formations aussi, cas de défaillance. S'ils cliquaient sur la campagne de phishing sur le mauvais lien, par exemple, c'est de pouvoir les former derrière pour que la prochaine fois, ça se passe bien. De faire également donc, des rapports de défaillance, donc faire des audits réguliers de son Active Directory, Microsoft 365, lister les vulnérabilités des logiciels et tout ce qui est anomalie dans son système d'information. Et ensuite, derrière, la résolution de ces défaillances. Donc, c'est-à-dire remédier aux points qu'on a cités précédemment et donc améliorer sa posture de sécurité. Donc voilà pourquoi la mise en place d'une PSGCCS est cruciale pour préserver la confidentialité des données de santé et de respecter donc les obligations légales et renforcer la confiance entre les différentes parties. Donc, il faut prioriser la mise en place d'une PGCCS pour la sécurité et l'intégrité des informations de santé au sein de son service. Et donc, du coup, ça fait un déploiement sous une forme de démarche d'amélioration continue pour être dans une vraie démarche de progrès. Voilà. Donc là, on va passer à la présentation de l'outil plan d'action et je laisse la parole à Rémi, ma sœur. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a vu un peu toute la théorie. Maintenant, l'idée, c'est de voir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on propose en termes d'outils. Ce qu'on a vu précédemment, c'est que la PGSSIS, bah, c'est en tout cas avoir une politique sécurité dans l'entreprise qui est adaptée à la PGSSIS, c'est c'est un chantier assez titanesque. Donc, la démarche qu'on a voulu apporter, c'est de fournir un outil qui simplifie un petit peu cette démarche, qui vous permet dans un premier temps de vous évaluer, qui liste les éléments de la PGSSIS et qui permet de voir où on en est dans la couverture d'un plan de sécurité des systèmes d'information, et puis qui va vous aider aussi à établir un plan d'action pour une avancée progressive en simplifiant encore une fois les tâches à mener. Donc,
Si on peut aller, voilà. Donc la présentation de l'outil, alors on va pas rentrer, donc c'est un outil Excel, on va pas rentrer dans le détail de l'outil, mais on va montrer un petit peu sa structure. Donc déjà pour commencer, il a deux onglets. Il y a un premier onglet dans lequel c'est ce qu'on voit ici dans la copie d'écran, où on va avoir les règles générales de la PGI, la PG SSIS, c'est pas facile à dire. On a un deuxième onglet où on aura le détail des règles, ce qui vous permettra d'approfondir si jamais vous voulez aller plus loin. Mais l'essentiel du travail a été fait sur les règles générales. Et donc, pour travailler sur ces règles générales, on a découpé la feuille Excel en trois parties. Alors, la première partie, celle qu'on voit en vert, les deux premières colonnes, c'est tout simplement la liste des règles. Alors, la liste de ces règles, elle est répartie en 7 thématiques et on viendra juste après sur le détail de ces 7 thématiques. Donc, on a les thématiques, puis les règles. Ce qu'on va avoir dans la deuxième partie, donc les deux colonnes orange, ça va être le plan d'action, en fait, les mesures qu'on a mis en place et celles qu'on veut mettre en place pour atteindre un niveau de conformité adéquat sur les règles en question. Et donc, la partie jaune, ça va être la partie qui va nous permettre d'entrer en mouvement, de lancer des actions, d'établir ce qu'il reste à faire et ce qu'on a à déployer, où on en est, le pourcentage d'avancement éventuellement, si on a du budget à allouer, pour atteindre un niveau supérieur, on va dire, de la couverture de cette règle. Et alors, pour vous aider sur l'établissement progressif de ces mesures, on a mis 3 colonnes actions prioritaires, l'indispensable, on va dire, le niveau adéquat de conformité et la gestion avancée. Et là, on vous a mis des actions concrètes à mettre en œuvre pour avancer, en fait, pour qu'il y ait une progression assez naturelle, je vais dire, sur la couverture de ces règles de sécurité. Et donc, ce que je vous propose là, ça va être de rentrer dans les 7 thématiques de l'APG SSIS et de voir une démarche justement d'amélioration continue sur la couverture sécurité et la mise en adéquation de ces règles. On peut aller. Donc, voilà les 7 thématiques. On va passer vite sur ce slide-là. On va aller vraiment sur les slides d'après. Donc, la première thématique. Voilà. Donc, On la n'est pas en première retard, thématique. on n'est pas en retard. OK. Ça marche. La première thématique, c'est la couverture et la réponse aux obligations légales. Alors, ce premier chapitre traite quand même de manière assez centrale la question des données à caractère personnel, donc le RGPD, même si on a un volet de respect du secret médical aussi qui s'intègre et qui est la spécificité au sein des SPSTI. Alors, on n'a pas mis dans ce cadre-là de plan d'action un niveau, on va dire, minimum, un niveau avancé et un niveau optimal, parce que, en fait, on est obligé de souscrire à tout sur cette conformité. Donc, effectivement, les actions à mettre en œuvre, mettre en place une organisation relative à la protection des données personnelles, et ça inclut la nomination d'un DPO, la rédaction d'une politique de protection des données. Alors, sur les données personnelles, on a les données salariées, on a les données adhérents, enfin, l'identification de toutes ces données personnelles, et puis la mise en place de la politique. Et puis après, la mise en place de procédures qui permettent de respecter toutes les règles autour des données à caractère personnel. Donc là, on en a mis quelques-unes. Le respect du consentement, de l'accès aux données, de la durée de conservation des dossiers, et puis les réponses aux demandes que peuvent nous adresser les personnes, donc les modifications des données à caractère personnel, le droit à l'oubli, ce genre de choses. Comme on est sur un volet réglementaire, il y a un petit sujet comment dire, de veille réglementaire qu'il faut maintenir en permanence pour s'assurer qu'on est toujours dans les clous sur ces différentes règles. Alors sur ces slides, on vous a mis aussi des documents clés. Le document central, on va dire sur la réponse aux obligations légales du RGPD, c'est le registre de traitement qui permet effectivement de lister le chemin que parcourent dans notre système d'information les données à caractère personnel et permettra d'identifier là où il faut les modifier ou là où il faut les supprimer si on a besoin de les supprimer. Alors, la deuxième action, alors on voit que dans le plan d'action de la PGSSIS, on n'est pas forcément directement sur des actions informatiques. Là, on parlait d'un volet alors qui est lié à informatique, mais qui est quand même assez juridique. Et le deuxième, la promotion et l'organisation de la sécurité, on est vraiment sur une notion de
de, comment dire, d'acculturation, donc avec un volet RH sur la sécurité, et puis de gouvernance, donc avec un volet plutôt direction sur ce qu'on va mettre en place autour des actions sécurité. Donc, il faut mettre en place une organisation autour de la sécurité informatique et identifier donc une gouvernance. Donc, quels sont les acteurs qui prennent les décisions autour de la sécurité? Quels sont les indicateurs qu'on va lever et à quelle fréquence? Et puis, quelles sont les instances qui vont permettre d'aller regarder ces indicateurs pour déterminer si on a des actions à mettre en œuvre voilà, d'enclencher le suivi du plan d'action. On peut identifier aussi les moyens de communication et de redescente de ces indicateurs auprès des personnes dans la société. Euh, on parle de promotion et de culture autour de la sécurité, donc ça passe forcément par une politique de sensibilisation. Comment je sensibilise mes collaborateurs, que ce soit à l'arrivée dans le personnel du SPSTI ou en formation continue sur les problématiques, sur les questions que peuvent poser la sécurité informatique. Donc, la gestion des mots de passe, la réaction face à des mails qui peuvent être un petit peu bizarres. Et donc, toute une politique de formation autour de la sécurité qui peut inclure des actions de phishing ciblées en interne pour éprouver, on va dire, les compétences des collaborateurs au sein d'un SPST. Alors, cette organisation de la sécurité passe aussi par des informations dans une charte informatique. Donc, il y a la rédaction d'une charte informatique qui peut être adressée en interne, mais qui peut aussi être adressée aux prestataires. Euh, et puis, la définition de la politique de sécurité du système d'information. Donc, dans toutes les actions qu'on va voir autour de la PG SSIS, on a des politiques à écrire, la politique autour de la gestion des mots de passe, la politique autour de la gestion des accès. En fait, il y a un document chapeau qui définit la gouvernance et le suivi de tous ces documents, qui est la politique de sécurité du système d'information et qui regroupe l'ensemble des documents de sécurité et le suivi de la mise en application des règles qu'on s'est données. On peut passer sur la thématique 3. Donc la thématique 3, elle n'est pas encore directement informatique. Ça parle des équipements informatiques, mais on est vraiment sur la sécurité physique et ça va avoir beaucoup attrait aux locaux. Et donc ça traite la sécurité des équipements, des locaux et de leur cycle de vie. Sur cette problématique, la première action, on va dire, à enclencher, c'est de connaître les différents locaux, les différents équipements et de connaître les risques qu'ils peuvent subir. Donc, typiquement, si on a des salles serveurs, est-ce qu'elles sont soumises à un risque électrique, à un risque thermique? Est-ce qu'il faut des contrôles d'accès? Et donc, l'identification de toutes ces règles fait partie de l'action prioritaire autour de cette thématique. Dans le cycle de vie de tous ces équipements, un élément essentiel qui est aussi une action prioritaire, ça va être de déterminer ce qu'on fait des équipements une fois qu'ils sont obsolètes. Donc, une fois que j'ai un ordinateur d'un collaborateur qui doit être sorti de mon parc informatique, potentiellement, il faut que je détruise toutes les données informatiques qui peut le contenir pour éviter une fuite de données. Donc ça, c'est les actions prioritaires, on va dire primordiales. Dans les niveaux de conformité, on va dire, un peu plus communs et un peu plus globaux, il y a le fait d'héberger l'ensemble de ces informations dans un data center HDS et ISO 27001. Donc, c'est des choses qui commencent à devenir vraiment communes. Si on veut aller un peu plus loin dans la gestion avancée, on va commencer à aborder la notion de PRA, donc de plan de reprise d'activité, et on aura plusieurs data centers qui seront redondés et qui permettront, en cas d'incident ou de problématique informatique, d'assurer une continuité de l'activité, une reprise de l'activité en remontant assez facilement le système d'information. Bon, alors, dans les actions encore plus avancées, c'est potentiellement d'identifier, d'avoir des mécanismes qui permettent l'effacement automatique à distance des données d'un matériel qui pourrait avoir été corrompu ou volé ou en tout cas qui ferait l'objet d'une faille de sécurité. Alors pour la thématique 4, je vais passer la parole à Thomas. Merci Rémi. Donc là, oui, on va étudier la thématique de la protection des infrastructures informatiques du système d'information. Donc l'objectif, avoir une connaissance vraiment claire de toute sa composition de ces infrastructures, de connaître son SI sur le bout des doigts et de mettre en place des moyens adaptés pour les protéger. Donc, on va dire, le premier niveau, action prioritaire, c'est de pouvoir avoir une connaissance complète,
avec un inventaire précis du matériel actif, de lister les logiciels, de lister les flux, les différents flux qu'on a entre les différents logiciels, les différents systèmes. Donc, il y a aussi inventorier les licences, les équipements réseau et vérifier leur état de mise à jour. Donc là, on est vraiment dans l'inventaire. Disposer aussi d'une charte informatique qui inclut les mesures de sécurité personnelles, très important. Sécuriser le réseau périmétrique et endpoint, donc sécuriser, c'est-à-dire votre firewall, donc vos accès à Internet, et aussi vos endpoints. Donc à travers l'activation du firewall logiciel sur l'endpoint, d'avoir un EDR plutôt qu'un antivirus pour avoir quand même une meilleure protection du endpoint, et le chiffrement des postes, chiffrement de tout ce qu'on peut, donc des disques locaux, des disques amovibles aussi également. On va rajouter aussi la gestion des habilitations et établissement d'un suivi des comptes, notamment pour les comptes à privilèges, et aussi les comptes de service, bien évidemment. Ensuite, au niveau, on va dire, de conformité, on va essayer d'aller plus loin et mettre plus de finesse dans la cartographie, donc des flux, des dépendances, des évaluations de criticité. On va aussi parler de la segmentation réseau, donc au moins disposer de VLAN sur chacun de ces réseaux. Encore mieux, faire de la gestion de filtrage de contenu entre les réseaux eux-mêmes, à travers un firewall. Donc là, on parle de remplacement de switch niveau 3, par exemple, par des firewalls. On va aussi parler d'actions de sensibilisation des utilisateurs, renforcer donc la politique de mot de passe. Donc, je ne reviens pas sur la sensibilisation des utilisateurs, mais on l'a déjà évoqué pas mal de fois avant. Il est hyper important de leur faire des formations, des quiz, des campagnes de phishing pour vraiment pour les habituer, pour pas tomber dans le panneau, quoi. Derrière ça, on mettra aussi en place des mécanismes d'automatisation des mises à jour. Alors, quand on parle d'automatisation des mises à jour, ce n'est pas que les systèmes d'exploitation Windows de vos serveurs, c'est tous les systèmes d'exploitation et également tous les logiciels qui sont installés sur ces PC ou sur ces serveurs, en automatique si possible. Et faire pareil pour tous vos équipements actifs. Donc, mettre à jour les firmware pour des failles de sécurité, par exemple, pour les combler. Après, donc on a une notion de gestion avancée. Là, on va aller un peu plus loin. On va mettre en place un outil de collecte de tous les logs que vous pouvez avoir sur votre système d'information. À partir du moment où vous avez un équipement avec une carte réseau, on a la possibilité d'envoyer toutes ces informations vers un système central qu'on appelle un SIEM, qui lui va analyser tous ces logs et faire de l'interprétation derrière. Ça, c'est un outil donc, qui est vraiment hyper important dans cette notion enfin, quand on fait de la sécurité. Donc voilà, des SIEM. Aussi, la gestion automatisée des identités, l'audit des respects de pratiques et mettre en place des mesures de protection physique des équipements. Donc là, les outils, documents clés, la cartographie applicative, cartographie réseau système, la gestion de parc, EDR, firewall, et il y en a d'autres encore, hein, du NDR, le SIEM, etc. Voilà, je repasse la parole à Rémi pour la suite. Donc la suite, effectivement, c'est la maîtrise de l'accès aux informations. Donc on va être beaucoup sur les habilitations et s'assurer que les gens qui utilisent ces habilitations sont bien les bonnes personnes avec les bons droits et juste les droits suffisants, hein. C'est ça qui est important. En termes d'actions prioritaires, on est souvent hein, sur la même chose hein, sur les actions prioritaires, bah, c'est de connaître ce qui se passe sur notre système d'information. Donc il faut avoir une politique de gestion des accès et savoir qui a accès à quoi avec des listings des accès, des listings des habilitations et formaliser les règles de sécurité des comptes. Alors, sachant qu'il y a des comptes qui ont plus ou moins de privilèges, et donc c'est important aussi de définir pour quel type de compte on va avoir quel type de privilèges, et ça va permettre d'avoir un meilleur suivi et une meilleure adéquation sur la sécurité qu'on essaye de mettre en place. Alors il y a aussi enfin, des protocoles d'échange qui peuvent être obsolètes, donc c'est une certaine veille sur les vulnérabilités de sécurité et de se réadapter pour ne garder que les protocoles d'échange qui sont les plus adaptés et qui sont les plus sûrs, hein, les mieux en termes de sécurité. Ça, c'est les actions prioritaires. En niveau de conformité adéquat, bah, on va avoir un niveau de sécurité des comptes un peu plus renforcé. Donc, s'assurer en fait physiquement que la personne qui utilise un compte est bien la bonne personne. Ça peut passer par plein de choses. Typiquement, l'authentification multifacteur. Moi, ça, je vais recevoir un message sur mon téléphone. Qui me permettra, en plus de la connaissance de mon mot de passe, de s'assurer par plusieurs facteurs que c'est bien moi qui essaye d'accéder à ce compte. Ça peut faire l'objet, enfin, il peut y avoir d'autres solutions. Il peut y avoir des badges, des solutions de sécurité qui permettent d'avoir des codes qui permettent de s'assurer que la personne qui se connecte, que ce soit au PC ou à une application, soit la bonne personne identifiée.
Une fois qu'on a identifié quelle personne se connectait à quel outil et quand, il faut qu'on puisse tracer également les actions suspectes hein, sur les comptes utilisateurs et puis faire des revues régulières de ces actions pour éventuellement se dire est-ce qu'il y a des actions à mener autour de ça. Euh, et puis alors la continuité de bannir les protocoles d'échange obsolètes, bah, c'est d'utiliser les bons flux d'échange et les bons flux les plus sécurisés. On pense souvent aux impressions et s'assurer qu'il puisse pas y avoir sur des flux internes SPSTI de la captation ou en tout cas du détournement de certains flux qui pourraient passer inaperçus mais qui permettraient de propager des malwares ou de propager en tout cas des risques. En gestion vraiment avancée, alors ce qui est intéressant, c'est que la gestion avancée, vous allez voir que elles sont souvent assez communes sur plusieurs thématiques, et notamment le SIEM dont parlait Thomas juste avant, bah, il est commun à cette maîtrise de l'accès aux informations. Donc effectivement, si on collecte et on centralise l'ensemble des événements, bah, ça fait partie d'une maîtrise de l'accès aux informations et on va pouvoir savoir si on n'a pas typiquement des élévations de droits sur des comptes et si ça respecte la politique d'habilitation qu'on a déterminée. Dans les outils qu'on peut avoir également, il va y avoir la gestion automatisée des identités. Donc l'idée, c'est que à partir du moment où on crée une identité, donc il y a un nouvel arrivant dans le SPSTI, il est créé dans un outil RH typiquement, qu'il y ait une sorte de flux automatique qui va permettre de créer son identité informatique et d'accrocher les droits associés, ce qui va nous permettre vraiment de s'assurer que le respect de la politique des habilitations est continu en fait. Hein. Il y a pas, c'est pas des droits que une personne va mettre à la main et donc va pouvoir se tromper, attribuer trop de droits, pas assez de droits, et donc ce sera beaucoup plus continu en termes de flux. Et la DTR, donc la DTR, c'est la compartimentation de l'Active Directory, ce qui va permettre d'éviter des transferts latéraux et de l'attribution de droits entre plusieurs AD. Je propose qu'on passe à la thématique 6. On va oui, alors, les outils clés, ouais, effectivement, il y a la politique de gestion des accès et la politique de gestion des mots de passe. L'utilisation d'un outil de gestion des mots de passe, alors nous, c'est quelque chose qu'on est en train de déployer. C'est quelque chose qui est très intéressant pour tracer les accès et puis pour avoir des mots de passe vraiment très sécurisés. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui a un apport de valeur assez intéressant. Puis après, donc, on parlait de SIEM, de Bastion. Alors, la thématique 6, on est vraiment sur la notion d'acquisition. Si j'acquiers des nouveaux équipements, des nouveaux logiciels et des nouveaux services, quelle est la démarche que je vais pouvoir mettre en œuvre pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir de compromission de ma politique générale de sécurité du SI? Et donc, souvent, ça va passer par de la relation fournisseur et de la relation contractuelle. Donc, en action prioritaire, il y a cadrer les relations avec les fournisseurs. Donc là, on a mis quelques exemples des clauses de réversibilité dans les contrats. Hein, c'est ce qui permet potentiellement de partir d'un fournisseur pour aller sur un autre et de s'assurer qu'il y ait une continuité de service. Des cadres de sécurité régissant les accès externes. Effectivement, si j'ai un prestataire qui est en externe et qui doit accéder à mon système d'information, il faut qu'on cadre clairement le niveau de sécurité de ces accès et qu'on puisse éviter qu'il y ait des failles de sécurité à travers ces accès. Et puis, le plan d'assurance qualité, c'est l'engagement du prestataire sur ses services, mais potentiellement également sur sa politique sécurité à lui et le respect de notre politique sécurité à nous. En niveau adéquat de conformité, il va y avoir le suivi des changements. Donc, dès qu'on fait une mise à jour, que ce soit d'un système, que ce soit d'une application, d'encadrer chaque changement par une analyse d'impact, une analyse de risque qui va nous permettre de nous dire est-ce qu'on prend un risque sur la sécurité, sur la disponibilité de nos applications, sur l'intégrité de nos données et de formaliser le go ou le no-go du déploiement de ces outils. Et la mise en place de logs de suivi pour les accès externes, ça effectivement pour s'assurer, une fois qu'on a mis un protocole avec des accès externes OSI, typiquement un VPN, eh bien s'assurer qu'il est respecté, qu'il est bien mis en place par les prestataires pour déclencher éventuellement des actions et des sanctions si jamais c'est pas le cas. En gestion avancée, on revient sur les outils dont on avait parlé précédemment, donc la mise en place d'un SIEM pour suivre et notamment ses accès externes, et la mise en place d'un bastion qui permet aussi de sécuriser des comptes particuliers et avec un accès spécifique.
Et la dernière thématique, la thématique 7. La thématique 7, elle est vraiment orientée sur les incidents de sécurité. Donc, les incidents de sécurité, c'est comment on s'y prépare. On surveille les incidents de sécurité qui peuvent arriver et en même temps comment réagir si jamais on est en phase de gestion de crise suite à la survenance d'un incident de sécurité. Donc, dans les actions prioritaires, bah, déjà tenir un registre des incidents de sécurité, les lister systématiquement et faire une revue de ce listing en se disant est-ce qu'il n'y a pas comment dire, un signal d'une action plus globale pour lesquelles il faudrait prendre en compte des mesures, un plan d'action spécifique. Mettre en place des outils de supervision, des outils d'alerte qui vont remonter des alertes sécurité sur le réseau, sur les applications. Programmer des audits de sécurité, généralement, c'est des audits externes par des sociétés spécialisées qui vont essayer de s'introduire, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, dans des éléments auxquels ils ne devraient pas avoir accès et qui permettront de mettre en évidence des actions correctives et un plan d'action qu'on mettra en œuvre par la suite. Préparer la gestion de crise, donc effectivement, c'est quelles sont les procédures à mettre en œuvre, quelle est la gouvernance à mettre en œuvre si jamais on a une gestion de crise, si on a un incident de sécurité, qui prévenir, quelle communication faire et comment organiser tout ça de manière cohérente. Le dernier point en action prioritaire, bah, c'est un point qui est vraiment très important. C'est souvent on sauvegarde nos données dans nos data centers. Il faut aussi vérifier qu'on puisse les restaurer régulièrement. Et donc il y a toute une politique autour de la sauvegarde et autour des tests de restauration qu'il faut absolument mettre en œuvre. C'est indispensable. Ça, c'est les actions prioritaires. Au niveau adéquat, on a des actions un petit peu plus poussées. Alors, on a mis l'assurance cyber, effectivement, c'est une manière aussi de se couvrir et de limiter les conséquences d'un incident de sécurité. C'est important d'y penser. On va avoir un renforcement de nos audits, donc des audits de sécurité plus réguliers sur les applications et le réseau. Et on va avoir sur le registre des incidents de sécurité une démarche d'amélioration continue par ce qu'on appelle des retex, des retours d'expérience en fait, qui permettent de se dire bah, sur chaque incident de sécurité que j'ai pu avoir, quelles étaient les causes initiales et est-ce que on a un plan d'action à mettre en œuvre pour réduire la survenance ou les conséquences de ces incidents de sécurité. Les tests de restauration, bah, au plus on avance dans le niveau de conformité, au plus on va essayer de les accentuer et d'augmenter la fréquence de ces tests. Et puis, il y a l'établissement d'un plan de continuité d'activité pour s'assurer que si on a effectivement des pertes de disponibilité, qu'on ait un plan de continuité qui soit bien posé. Quelles sont les applications dans ma cartographie qui sont les plus essentielles? Qu'est-ce qu'il faut qu'on privilégie et comment s'assurer qu'il y ait une continuité de service? L'orientation sur que ce soit le plan de continuité d'activité ou le plan de reprise d'activité, c'est quoi le besoin du métier? Et est-ce que quelles sont les actions à prioriser pour que au moins le métier puisse travailler et peut-être qu'on ralentira des actions autour, par exemple, de la facturation ou en tout cas de, de, de poser ce plan avec une vraie gouvernance et un niveau de priorité qui permet de sortir de l'ornière le plus vite possible. Et en gestion avancée, on va retrouver le SIEM. Donc le SIEM, ça permet de collecter des événements et de faire des alertes s'il y a des choses qui sont un peu louches. On a une étape supérieure ici avec ce qu'on appelle un SOC. Donc un SOC, c'est un Security Operational Center. C'est une prestation informatique qui va permettre d'enclencher des actions si jamais il y a une alerte significative qui survient. Donc typiquement un PC qui pendant un week-end va avoir une élévation de droits. Tout d'un coup, il a des droits administrateurs. Ben, il va y avoir des prestataires qui vont surveiller les événements et qui vont pouvoir sortir typiquement ce PC du réseau. Donc c'est quelque chose de plus avancé, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de s'assurer qu'on puisse pas avoir de dérive et notamment pour toutes les actions qui arrivent en dehors des heures ouvrées, ce qui est quelque chose d'assez courant, on va dire, dans les attaques qui peuvent survenir. Voilà donc les documents, outils clés, donc la stratégie de revue de sécurité, le plan de gestion de crise, et puis les analyses de risque et le plan de continuité d'activité. Bon, j'en ai déjà un peu parlé. Je redonne la parole à Corinne. Ben, merci beaucoup, Rémi. Merci à tous. Vous voyez, le mot PGSSIS, c'était finalement un seul des acronymes parce qu'il y en avait 1000 autres, le PC, le SOC, le SIEM, le RETEX, le PCA, le NAC,
Voilà, et tant d'autres, mais je pense que vous êtes un public pour la plupart averti ou entouré de personnes averties. Et nous allons répondre à vos questions. Alors, les questions, quels sont les référentiels de la PGSSIS appliqués au PST en plus du référentiel force probante? Bon, ben, on y a répondu. Ça, c'était une question juste quand j'étais au tout début de mon intervention. L'outil plan d'action est réservé à vos adhérents, point d'interrogation, un spectateur anonyme. Non, présence le met à disposition de ses adhérents, mais bien évidemment, mais vous le met en espace grand public, ainsi si vous voyez un intérêt et que vous êtes éditeur de logiciels, par exemple, dans notre public, vous pouvez en bénéficier. Et donc, je vous reformule, euh, avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pouvez poser vos questions. Avez-vous une idée du montant pour l'achat d'un SIEM? Alors, on va redire pour tous ceux qui ne sont pas SIEM, que vous avez manipulé à plusieurs reprises, et donc le premier qui l'a manipulé a dit ce que voulait dire SIEM. Pouvez-vous redire? J'ai Avez-vous plus une l'acronyme. idée du montant pour l'achat d'un SIEM pour un service de 80 utilisateurs? 80, c'est pas 81, 77, c'est très précis, hein, et d'une centaine de endpoints. Par ailleurs, comment pouvons-nous retrouver la présentation? Alors, la présentation, je vous le dirai à la fin, c'est pour que vous restiez jusqu'à la fin. Voilà, allez-y, qui veut répondre? Pour le SIEM, il y a différents types de produits. Il y a des produits qui sont open source, donc gratuits, mais nécessitant l'installation souvent sur un serveur Linux et de faire le paramétrage. C'est toujours plus compliqué, plus long à mettre en œuvre, mais ça mérite d'exister. Et c'est gratuit. Après, il y a d'autres types de logiciels, mais bon, après, on va pas rentrer dans les tarifs. On n'est pas revendeur, donc là, il faut vous adresser à vos prestataires concernés pour qu'ils vous fassent une estimation du budget. Mais en tout cas, sachez qu'il existe des versions open source qui ont le mérite au moins d'être testées pour savoir de quoi on va parler ensuite si on décide de passer sur un SIEM qui serait payant. Voilà. Ce Et que, la ce que, question ce que j'allais, SIEM, vous redites SIEM? Voilà, système intégré. Donc Ah en oui, c'est français, ça. l'outil de collecte et d'analyse et d'alerte sur des événements. Voilà, on va dire ça. Je me souviens plus l'acronyme. Non, non, mais c'était pour redire parce que tout le monde ne suit pas au détail près de la connaissance d'un DSI. Euh, Rémi, vous vouliez Non, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, les prix peuvent être assez variables. Après, euh, c'est un peu complexe parce que toutes ces notions de SIEM, de SOC, en fait, ça peut faire l'objet d'une prestation globale. Donc, typiquement, si j'achète un SOC, donc j'en parlais, le SOC Security Operations Center, généralement, quand quelqu'un vient vous donner une prestation de SOC, il va installer un SIEM et il va mettre en place des choses. Donc, ouais, il faut discuter avec vos prestataires courants. Alors, typiquement, nous, dans notre cadre aujourd'hui chez Pôle Santé Travail, on commence d'abord par un SIEM open source. Par contre, effectivement, c'est le paramétrage, la configuration de ces alertes qui peut être un peu chronophage et qui pourrait nécessiter plutôt une prestation de service en régie pour avoir un premier niveau d'alerte qui est assez simple, mais déjà efficace, quoi. Et point important, avant de mettre le SIEM en objectif principal, pensez déjà à enlever tous vos antivirus, les vieilles générations, pour les remplacer par des EDR, qui constituent vraiment une vraie barrière qui protège les endpoints, postes de travail, serveurs ou autres. Le SIEM, c'est lui qui va tout collecter, il va prendre tous les événements qu'on puisse produire sur vos PC Windows, vos serveurs Linux, vos switches, vos firewalls, il va tout converger à un endroit, et après, c'est l'interprétation et l'analyse des logs qu'on attend derrière du SIEM. Et j'y mettrais aussi un petit point de modération sur la verbosité de ce genre d'outils. Il faut aussi faire attention à ne pas vouloir trop collecter parce que trop de logs tue le log et on ne sait plus quoi en faire après. Donc voilà. Donc c'est effectivement, je pense que la granularité du SIEM est important et rapprochez-vous de vos intégrateurs, je pense. voilà. Aurons-nous accès au replay? Je vous dirai ça jusqu'à la fin, quoi. Comme vous le savez, hein. Je fais en sorte que vous restiez jusqu'au bout. L'hébergement HDS ISO 27001 concerne essentiellement les données de santé, point d'interrogation.
Dans la mesure où le logiciel métier est fourni et hébergé par un éditeur dans un tel environnement, entre parenthèses, il ne reste plus que les données bureautiques Co à héberger au sein du SPST. Qui est-ce qui souhaite répondre à cela? Alors, je peux intervenir là-dessus, parce que vous verrez bien que vous avez bien compris que la PGSSIS est beaucoup plus large que l'ensemble, enfin que uniquement l'application métier. Il y a bien effectivement ça va du poste de travail jusqu'à l'organisation d'un plan de continuité d'activité. Donc, si effectivement l'hébergeur doit se faire aussi auditer sur son plan de continuité d'activité, et vous aussi, vous devez intervenir là-dessus. Donc, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, si c'est pas parce que vous avez pris un hébergeur HDS ISO 27001 que le sujet est complètement finalisé. Au contraire, il reste encore beaucoup de travail à faire. Merci Emmanuel pour cette réponse. On peut évoquer l'aide de l'État pour la mise en place d'outils liés à la cybersécurité avec le plan France 2030, il me semble. Alors, ce sujet de sommes-nous dans la cible des aides, nous l'avons abordé. Emmanuel, peut-être voulez-vous revenir là-dessus aussi ou Alors, je peux revenir sur les grades. Vous savez, les grades, c'est les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. Ils peuvent être un appui clair sur l'implémentation de la PGSSIS et d'apporter des outils complémentaires. Je pense notamment aux tests de phishing. Ils peuvent accompagner les services sur l'implémentation d'outils. Maintenant, concernant le plan France 2030, j'ai pas d'informations là-dessus et de savoir si les SPSTI sont inclus dans ce plan. C'est vrai que ça nous aurait permis d'avoir des audits de l'ANSSI, par exemple, qui auraient pu être plutôt pertinents. Mais oui, on n'a pas d'autres infos par rapport à oui, France Relance et les SPSTI. oui, on n'était pas dans la cible des audits de l'ANSSI jusqu'à maintenant, n'est-ce pas, Emmanuel? On s'était Complètement. Ouais, ouais, renseigné complètement. là-dessus. On n'était pas dans la cible, mais bon, les grades sont quand même voilà, des appuis intéressants, ce qu'on n'avait Intermédiaire. pas, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, les audits de l'ANSSI, aujourd'hui, ils sont très orientés services de santé publique et la santé au travail, faisant partie Établissement d'un de autre santé ministère. médico-social. Établissement Ouais, de santé médico-social, mais faisant partie d'un autre ministère, c'est toujours un peu compliqué de débloquer des fonds pour nous accompagner. Quant au grade dont parle Emmanuel, on vous en a parlé à plusieurs reprises dans différentes webinaires et commissions d'études. Encore la semaine dernière, nous avons mis en haut de la page d'actualité de présence la différente liste des grades. Nous allons vous les remettre encore à l'issue de ce webinaire pour que vous sachiez où est le grade, quelle est la personne à contacter dans votre région. Un EDR sans SOC n'est pas très utile, non? Point d'interrogation. Si, c'est très utile. Au contraire, donc le EDR, le Endpoint Detect and Response, une fois qu'il est bien configuré par votre prestataire, à moins que vous connaissiez le produit déjà, mais ce qui me paraît peu probable, s'il est bien paramétré, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'un SOC derrière pour faire le reporting, pour faire les rapports. Les rapports, ils sont faits très facilement dans la console de gestion. Donc, il n'y a pas besoin de passer par un SOC d'un prestataire externe pour gérer un EDR. Merci pour cette réponse très claire. Quelle organisation suggérez-vous, interne, externe, hybride, pour mettre en œuvre et maintenir la PGSSIS? Euh, Karine Thomas, qui est directrice d'un service, donc elle vous demande à vous, DSI, et directeur d'un service comme Monsieur Bonnet, qu'est-ce que vous pensez? Faut-il externaliser? Faut-il internaliser? Faut-il faire quelque chose Euh, avec de l'interne qui se fait aider de l'externe? Je peux intervenir là-dessus. Bah, pour un service de prévention et de santé au travail, ma vision est d'avoir la certification HDS est trop complexe. Et donc, pour moi, il faut vraiment externaliser cette partie-là, HDS. Si la question est bien sur l'hébergement, porter une certification HDS pour un service de prévention et de santé au travail, aujourd'hui, ça me paraît trop complexe. Ok, mais Ah, je suis pas sûre, Karine Flao, vous direz si votre question portait que sur l'hébergement HDS, c'est pas sûr, hein, mais voilà. Thomas Rivière, vous vouliez compléter. petite précision sur l'hébergement HDS, donc des différents fournisseurs. Il faut faire attention quand même parce que du coup, la responsabilité, il me semble, hein, la responsabilité de l'hébergeur s'arrête au prompt de boot, en fait.
bah, en gros, vous avez tapé votre login et votre mot de passe. Donc, voilà, c'est pas toute la responsabilité qui est portée sur l'hébergeur. On est aussi engagé, en fait, en tant que SPSTI. Oui, c'est pour ça que je pensais que Karine Thomas passait Elle, pour poser elle, peut-être probablement une question plus générale. Rémi, elle a répondu que c'était pas que sur le HDS. Donc je pense que c'est vraiment la question de c'est quoi l'organisation sécurité au sein du SPSTI. Mm. Après ça va dépendre de la taille de la taille du SPSTI, hein. Après, enfin pour moi, on peut pas tout externaliser parce qu'il y a des actions qui vont être portées par Ce qu'on disait, c'est que c'est pas que des actions informatiques. Il y a des actions qui sont portées par le comité de direction. Il y a des actions qui ont trait au bâtiment. Il y a des actions qui ont attrait à la formation. Donc, je pense que une organisation pour mettre en œuvre la politique de sécurité au sein d'un SPSTI peut pas être complètement externe. Après, c'est sûr que il faut s'appuyer sur des ressources expertes. Donc, soit vous avez les moyens d'avoir des ressources expertes en interne, soit vous avez un pilotage interne de ressources expertes en externe. Effectivement, moi je rejoins Rémi sur le côté hybride en fait. Ça peut être effectivement une très bonne solution de pouvoir effectivement que la démarche soit portée en interne, effectivement, mais que derrière on puisse s'appuyer sur des prestats qui nous permettent vraiment d'aller sur certains points, on va dire un peu plus en détail. Voilà. ok. Alors, il est 15h05. On avait dit que le webinaire courait jusqu'à 15h. On l'a démarré à 14h05. Donc, on a ce petit décalage de temps. Pour respecter les personnes qui se sont libérées pour une heure, puis parce que je crois qu'il ne reste plus que deux questions, je vais terminer. Et puis, pour ceux qui souhaitent rester, nous allons répondre aux questions supplémentaires. Donc, en conclusion, et donc, on va revenir aux questions pour ceux qui le peuvent, mais ceux qui ne le peuvent pas auront eu l'endroit où récupérer les informations. Nous allons vous mettre à disposition le PowerPoint, le fichier Excel sur le site de présence, dans ressources, euh, dans l'espace ressources, commission système d'information. Vous allez trouver de la même manière que vous allez trouver beaucoup des autres documents. Quant au replay, dès la fin, dans une minute, il va être nettoyé et le plus tôt possible mis à disposition. Nettoyé, c'est-à-dire que si, par exemple, on a démarré l'enregistrement trop tôt, c'est des petits détails. Voilà. Et puis, vous dire que donc, tout ça, c'est basé, et si vous voulez en savoir plus, sur le site de l'Agence du numérique de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a été cité, et puis bien sûr sur l'Agence du numérique en santé. Et pour toute question complémentaire à celles auxquelles nous allons, les deux autres auxquelles nous allons répondre et que vous auriez après, je ferai le facteur. Donc, adressez vos questions en disant bien dans l'objet PGSSIS à c.leteux@présence.fr. Et comme nous nous réunissons souvent, je ferai en sorte que les personnes les plus compétentes répondent à vos questions. Alors, on a trois questions supplémentaires. Karine Flao, j'ai répondu. Très clair, merci, dit Karine. Votre présentation confirme que le volet sécurité ne se résume pas à installer des outils de sécurité. Vu la taille des DSI, qui ne sont pas énormes, oh bah dites donc, ça veut dire quoi la taille des DSI? Vous voulez dire département, peut-être pas directeur, parce qu'on va, vous savez qu'on n'a pas le droit de parler de la taille et du poids des gens. Il semble important de se faire accompagner par des spécialistes sécurité pour toute la démarche. Effectivement, il y aura des quick wins comme l'EDR, mais il restera des actions de fond longues à mettre en place, parfois coûteuses. Voilà, Monsieur Bruno Hiera. Philippe Roland, directeur, dit merci à tous. Brillantes interventions. À bientôt. Bah, ça, c'est très, très gentil de finir sur ce petit mot de Philippe Roland. Mais écoutez, il me reste à remercier nos intervenants qui ont pris beaucoup de temps pour préparer ce matériel et ce webinaire en tant que DSI dans leur service ou directeur adjoint comme Monsieur Bonnet, au sein de la commission système d'information, mandatée par le président de la commission des systèmes d'information. Euh,
Et puis, merci à vous tous d'y avoir porté un intérêt et nous espérons que nous vous avons rendu service et nous sommes à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup et à bientôt. Je vais arrêter le partage.